d'entrer dans le vif du sujet, nous allons le laisser d'abord saluer nos téléspectateurs ou bien se présenter à nos téléspectateurs de Diaobé TV. Bonsoir, monsieur Baldé. Bonsoir, monsieur le journaliste Moustapha Diallo. Bonsoir à tous et à tous. Merci pour l'invitation. Comme vous venez de le dire, je suis ravi d'être ici dans cette studio pour parler notamment de l'éducation et d'autres questions. En tout cas, c'est un réel plaisir de venir. Je vois que l'accueil a été chaleureux et que toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait une très bonne émission. Merci beaucoup. Voilà, merci monsieur Baldé. Donc c'est un ravi partagé. D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord commencer d'abord monsieur Baldé. Pourquoi d'abord ce nom Thomas Sankara d'abord? Voilà, merci, merci pour cette question. Thomas Sankara, c'est une longue histoire. Bon, je pense que les gens ne vont pas le croire, mais c'est la réalité. Ça m'est venu à partir d'un rêve. Une nuit, j'ai rêvé Thomas Sankara. J'entendais parler de lui depuis que j'étais enfant. J'entendais parler de Thomas Sankara. Maintenant, c'est à partir du lycée que j'ai découvert exactement, parce que là, maintenant, je commençais à entrer dans l'Internet avec Facebook, etc. À chaque fois le nom de Thomas Sankara revenait, je me suis dit que c'est intéressant, puisque cet homme, il est déjà apparu dans mes rêves. Je pense que c'est mieux maintenant comment dirais-je, d'adopter son nom, et c'est ainsi. Voilà, automatiquement, mon premier compte Facebook, j'ai mis automatiquement Thomas Sankara. C'est en 2013. Et jusqu'à présent, je n'ai pas changé de nom sur Facebook. Je pense que c'est comme ça que c'est parti. Et à l'université, voilà, les gens, parce qu'avec les réseaux sociaux, je faisais des publications panafricanistes en quelque sorte. Voilà, je dénonçais, en tout cas, j'incarnais l'idéologie sankariste. Voilà, maintenant, le nom est parti comme ça, et que maintenant, les gens m'appellent aujourd'hui Thomas Sankara. Voilà, merci monsieur Baldé. Monsieur Baldé, quelles sont ces qualités-là qui vous a permis de dire ce nom-là? Parce que quand on prend un nom d'un auteur ou bien d'une personnage ou bien d'une personnage, oui, quelles sont ces qualités qui vous a poussé de prendre, même si vous avez rêvé de lui, mais il y a de ces qualités que vous avez pris? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Vous savez, parler des qualités de Thomas Sankara, paix à son âme, je rappelle que c'est hier qu'il aurait dû fêter ses 75 ans d'existence sur Terre. Malheureusement, il a été assassiné. Hier, 21 décembre 1949, c'est sa date de naissance. Oui. Alors, il aurait dû avoir 75 ans. Alors, les qualités de Thomas Sankara sont incommensurables. On peut rester ici jusqu'à demain. On peut parler de qualité, on ne va jamais les terminer. D'abord, c'est un homme véridique. D'abord, ça m'a beaucoup marqué. Un homme véridique, un homme courageux. Et il a révolutionné le Burkina Faso et l'Afrique en quelque sorte à travers, grâce à son idéologie, à sa posture panafricaine en quelque sorte. C'est quelqu'un qui optait d'abord l'Afrique d'abord. Tout ce qu'il pensait à l'Africain. Il marchait à l'Africain et sa vision politique était une vision vraiment panafricaine. Donc je me suis dit que voilà les hommes qu'il nous faut actuellement pour vraiment changer l'Afrique que nous voulons. Je pense que ça fait partie de ces qualités-là que j'ai aimé cet homme-là. Parce que d'abord, il n'a pas de complexe vis-à-vis des Blancs, des Occidentaux. Il faut le souligner. Et il était toujours devant la scène. S'il s'agit d'un travail d'intérêt public, c'est lui-même qui montrait l'exemple. On a vu avec quand il conduisait les vélos, quand il prenait même les pelles pour faire la population de venir travailler voilà, pour l'intérêt public des grands sentiers de l'État. Et sa vie était une vie modeste. C'est quelqu'un qui aurait dû acheter des villas, construire des villas, des voitures de luxe, mais il ne l'a pas fait. Et toujours il prenait l'intérêt de sa population au détriment de son intérêt. Donc je pense que, entre autres, ce sont les qualités qui m'ont marqué sur cet homme-là et qu'aujourd'hui il est devenu un symbole, une icône et un idole pour moi. Voilà, merci. Donc, chers téléspectateurs, vous pouvez aussi réagir sur l'émission en appelant au numéro 78 584 56 56. Donc 78 584 56 56. Vous pouvez réagir au niveau de l'émission. Appelez directement et posez vos questions aussi, à savoir à M. Baldé. Donc M. Baldé, on va aller maintenant entrer dans le vif du sujet sur votre ouvrage. Sur votre ouvrage, êtes-vous aidé par quelqu'un au niveau de vos écrits? Bon,
Je dirais que tout au début, non. L'histoire a commencé en 2021. Mais bien avant 2021, je faisais des chroniques sur Facebook. Presque chaque week-end, je faisais des chroniques sur l'actualité politique nationale et internationale. Donc, au niveau local. Bon, après, par la suite, les gens, ceux qui me suivent sur Facebook, un jour, quelqu'un a commenté, dit que pourquoi pas écrire un livre. C'est parce que j'avais fait tellement une chronique qui était assez longue. Le gars m'a dit que pourquoi pas un livre. Et alors je me suis dit que voilà, avant la nuit, j'ai réfléchi sur ça. J'ai dit que tiens, c'est intéressant. Bon, Facebook, oui, c'est pour longtemps, les gens voient, ça va passer. Mais si j'écris un livre, ça va rester pour une éternité. C'est comme ça que j'ai commencé. Hein. Je n'y croyais pas. J'ai commencé petit à petit écrire dans un cahier. Petit à petit. Et j'ai vu que ça vient. Et ça vient. Maintenant, et voilà, j'ai dit que pourquoi pas continuer. Par la suite, j'ai continué à écrire. Et je ne savais pas que c'est déjà volumineux. J'ai dit pourquoi pas maintenant commencer à se lancer au niveau de l'écrit. Très bien, exactement. Maintenant, proprement dit. J'ai commencé à écrire le livre en 2021. Voilà. Aujourd'hui, je pense que pour dire alhamdoulilah, dans 4 jours, 5 jours, peut-être le document physique sera présenté au Velengaroua, en quelque sorte, puisque je suis du département. Voilà, merci encore une fois. Maintenant, dans votre ouvrage, dans cet ouvrage-là, quel est le thème que vous avez développé dans ce livre-là? Très bien. Comme vous venez de le dire lors de la présentation, le livre est intitulé Ousmane Sonko et Pastef, chronique et analyse d'une tempête politico-judiciaire. J'ai choisi ce titre parce que vous savez, je pense qu'il n'y a pas un Sénégalais, je ne parle pas des enfants, mais aujourd'hui qui ne savent pas l'histoire de Ousmane Sonko, son parcours en quelque sorte. Surtout quand je dis tempête politico-judiciaire. Oui, surtout. Voilà, surtout je fais référence à ces déboires judiciaires qu'il a rencontrés avec l'État, avec le régime de Macky Sall. Donc je me suis dit que au lieu qu'on raconte l'histoire là oralement à des gens, pourquoi pas retracer l'histoire dans un livre, que ça soit un récit, et que les gens, les générations futures, ou bien ceux qui ne sont pas sénégalais, qui sont ailleurs, qui entendent parler de Ousmane Sonko, qui une fois se pencher sur le livre, ils sauront voilà, le parcours politique de Ousmane Sonko. Voilà, c'est comme ça que j'ai pris le titre et j'ai consulté des gens qui sont expérimentés en la matière. Ils m'ont dit que tout à fait, on approuve ton titre, c'est bien, vas-y, il faut te lancer. Et voilà, j'ai écrit et le livre va paraître bientôt. Voilà ce qui vous a inspiré pour écrire ce livre-là. Parce que ça ne manquera pas. Écrire un livre, oui, c'est bien, mais il y a une inspiration que vous en êtes faite. Maintenant, cette inspiration-là, comment ça s'est arrivé? Bien, voilà. Permettez-moi encore de rappeler son nom, Thomas Sankara, que je l'aime tant. Voilà. Et c'est lui qui m'a inspiré parce que j'avais un projet. Je pense que j'ai toujours un projet pour lui. Je voulais écrire sur Thomas Sankara. Je me suis dit que lui, c'est un Burkinabé, un Africain du Burkina Faso. Un Africain du Burkina Faso. Certes, je ne suis pas un Burkinabé. Je n'ai pas vécu son histoire. Et quand je commence à écrire, je vais fausser. Quel que soit Alpha, je ne vais pas être à 100% à son histoire. Mais j'ai dit qu'il y a quelqu'un qui est là, qui incarne l'idéologie de Thomas Sankara, c'est Ousmane Sonko. Aujourd'hui, qui est l'incarnation de Ousmane Sankara et de Thomas Sankara et de camp panafricain. J'ai dit que voilà, je vais écrire sur Ousmane Sonko parce que non seulement les discours correspondaient, la posture était la même chose et le courage également. Je me suis dit que voilà, j'ai retrouvé un Thomas Sankara au Sénégal. Et ça m'a inspiré. J'ai écrit sur lui, parce qu'avant d'entrer d'abord dans la situation judiciaire, il y a un précédent d'abord, c'est son parcours, sa posture, sa communication politique. J'ai relevé tout ça dans le livre. Je pense que voilà, les lecteurs, ceux qui seront intéressés, quand ils achèteront le livre, ils sauront davantage de quoi s'agit-il en quelque sorte. Voilà, donc encore une fois. Mais dans ce livre-là, si on se réfère au niveau du titre, vous avez dit chronique et analyse. Donc vous vous êtes référé sur des chroniques que vous avez mis sur Facebook, ou bien des analyses aussi, ou bien c'est tout à fait que vous avez vécu les événements que vous avez relatés, politiques, mais aussi judiciaires. Qu'en est-il réellement? C'est des analyses, des chroniques, tout ça. Comment vous avez pu compiler pour avoir un livre?
Merci beaucoup. Oui. Quand on parle de chronique, je pense que c'est de quitter d'un point A pour aller à un point B vers un point C. Oui. Parce que ça évolue. Oui. Ça évolue. Et je parie que c'est très difficile d'écrire sur Ousmane Sonko, surtout à l'époque, avant qu'il arrive au pouvoir. C'était très difficile d'écrire sur, parce qu'à chaque fois, je l'ai même dit dans le livre, à chaque fois qu'on écrit, demain, on aura d'autres informations plus saillantes, plus, comment dirais-je, conséquentes que les informations passées. C'est pourquoi il était très difficile d'écrire sur Ousmane Sonko. Mais alhamdoulilah, on l'a fait. Et je pense que quand on parle de chronique, c'est une succession de faits. Une succession de faits qui ont été relatés selon le temps et l'espace. Maintenant, quand on parle d'analyse, en même temps, c'est une chronique, mais aussi on a fait une analyse. On a analysé, exemple, quand je vous donne exemple, la communication de Ousmane Sonko. Et ce n'est pas le premier homme politique au Sénégal. Certes, il ne sera pas également le dernier homme politique au Sénégal. Mais maintenant, quand il prend la parole, exemple, les gens comprennent facilement, ils l'écoutent, ils l'applaudissent. Je me suis dit que, mais est-ce que Ousmane Sonko c'est un homme ordinaire d'abord, comme les autres politiciens? Et je pense qu'il y a une différence, parce qu'il était tellement en longueur d'avance avec les autres, parce qu'il n'était pas le seul opposant au Sénégal, mais il était tellement en avant en longueur d'avance par rapport aux autres politiciens. Je me suis dit que c'est intéressant. Maintenant, il faudra analyser quelles sont les stratégies qu'Ousmane Sonko fait pour faire passer son message facilement, en quelque sorte, et surtout que ça soit de manière improvisée, que ça soit de manière préparée, mais à chaque fois qu'ils prennent la parole, on voit que ça passe facilement. Contrairement aux autres politiciens. Ça m'a encore beaucoup marqué. Je me suis dit que c'est intéressant comme analyser ça, et surtout également sa posture. Sa posture, parce qu'il a compris aujourd'hui que la jeunesse africaine, en l'occurrence la jeunesse sénégalaise, voulait un changement, une rupture, comme on le dit. Et je me suis dit que Ousmane Sonko, avec ses discours, je pense que ça correspondait parfaitement avec l'aspiration de la jeunesse sénégalaise, c'est-à-dire le discours panafricain, le discours contre le néocolonialisme, contre l'impérialisme en quelque sorte. Et tout ça, j'ai dit que voilà, je pense que ça suffit comme argument, comme exemple, pour écrire un livre. Je pense que, certes, ce n'est pas facile d'écrire. D'écrire, oui, c'est pas facile. Juste pour avoir l'inspiration, comme vous l'avez dit, l'inspiration, le temps et le lieu approprié. Parce qu'on peut être dans un lieu s'il y a des bruits, tu ne peux pas écrire comme tu veux, surtout la réflexion en quelque sorte. Donc je pense que, entre autres, c'est ça également. Surtout ça, vous avez dit le temps. Combien de temps vous a pris pour écrire cet ouvrage-là? Voilà, ça m'a pris du temps, mais il le fallait. Et même s'il fallait encore recommencer, je vais le faire parce que aucun écrit n'est parfait. Il faut que je le dise également aux téléspectateurs. Aucun écrit n'est parfait. Même les écrivains les plus redoutables, les plus calés au monde, quand ils lisent leur œuvre, forcément tu vas te retrouver, tu vas déceler une erreur. Donc je l'ai même dit dans l'introduction du livre. Je l'ai dit que voilà, comment dirais-je, on aventurait une petite plume qui ose se lancer, qui ose tremper sa petite plume dans un encrier de grands plumes. Comme je l'ai dit, je me suis dit que forcément je saurais lire. Et quand je saurais lu, et les gens, il y aura des retours, que ce soit des suggestions, que ce soit des critiques. Je pense que ça c'est un risque. Et je me suis dit que pour être écrivain également, il faut prendre des risques. Et j'ai pris ces risques-là. Et je me dis que c'est pas compliqué. Le temps, vous le disiez, je suis enseignant, et en même temps les week-ends, vous savez. Après le CAP, j'avais un peu plus de temps par rapport maintenant au volume de travail. Très bien. Et à chaque fois qu'il y avait des débats, dans l'heure des week-ends, il y avait des débats entre collègues enseignants. Comme vous le savez, opposition, pouvoir. C'est comme ça. Moi, quand on termine ces débats-là, je vais faire ce qu'on appelle la synthèse. Je me retire avant de dormir. Je prends note. Je restitue tout ce qu'on a discuté. De côté opposition, de côté pouvoir. C'est comme ça que j'ai fait un travail. Après, j'ai fait un travail scientifique. J'ai nettoyé ce qu'il ne fallait pas apparaître dans le livre et j'ai maintenu ce qu'il fallait maintenir dans le livre. Mais pour le temps, ce n'était pas facile. Mais il fallait le faire puisque je me suis lancé le défi de terminer l'ouvrage. D'écrire, ok. Au niveau de cet ouvrage-là, combien d'exemplaires vous avez fait? Ou bien combien de gens, de personnes qui ont commandé l'ouvrage? Parce que ça ne manquera pas. Bien sûr.
Bien sûr, déjà, en tout cas, ça a suscité beaucoup de réactions lorsque j'ai lancé l'information que je vais faire paraître le livre le 28, Inch'Allah. Il y a eu beaucoup de retours. Mais avant cela, les gens, quand je prenais des séquences de mon livre pour les faire en statut, pour publicité. Et les gens voyaient ça très intéressant. Ils me disaient que dès que le livre sorte, je ferai une commande. Après, comme ça, je pense que j'ai une vingtaine de commandes. Des gens qui sont intéressés par le livre. Et je pense que je lance un autre appel parce que c'est 50 qui seront disponibles le 28. 50 ouvrages. Maintenant, si ces 50-là seront épuisés, je serai obligé de faire un autre tirage. Donc, pour le moment, retenons qu'il y a bien vrai, il y a des commandes. Oui. Voilà, néanmoins, un livre, c'est combien? Bon, le livre, bon, vous savez, au Sénégal, c'est pas facile. Hein? Bon, j'avais discuté avec la maison d'édition, l'éditeur du livre. Je lui ai dit qu'il faudra m'aider en allégeant le prix. Elle m'a dit que Sankara, là, toi, ton travail est terminé. D'écrire le livre, de le mettre, de donner à une maison d'édition. Maintenant, c'est à la maison d'édition de fixer le prix. Et c'est ainsi qu'ils ont fixé le prix à 12 000. Je dis que bon, peut-être les gens, avec la conjoncture économique, les peut-être les gens vont parvenir à acheter le livre. Mais c'est pas ce qui est intéressant. Le fait de vendre le livre, moi, c'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'écrire un livre, c'est ce que les gens puissent lire un livre. Parce que c'était mon rêve d'écrire. Je faisais des chroniques, je dis maintenant, je me suis dit que je vais écrire des livres. Et ça ne sera, certes, c'est le premier livre. Il ne sera pas le dernier livre. Il y a d'autres projets, peut-être au fil de l'émission. J'y reviendrai. Et c'est pas l'argent qui m'importe. Ce qui importe, c'est qu'un Vélingara, un fils du département de Vélingara, qui a écrit un livre. Puisse se lancer au niveau de l'écriture, parce que ça manque dans notre département, surtout dans notre région aussi. Très bien, très bien. Et vous savez également, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, moi je suis un grand lecteur. Presque chaque fin du mois, c'est pas pour me vanter. J'enlève une part de mon salaire pour payer des livres. Et un jour, d'ailleurs, mon papa m'a dit que toi, pourquoi tous ces livres-là, qu'est-ce que tu vas faire avec ces livres? Moi, je lui envoie même de me payer des livres. Mais il le faut, parce que pour être un écrivain, il faut d'abord être un lecteur. Mais même pour être un bon enseignant aussi, il faut bien lire, il faut beaucoup lire. Tout à fait. Je pense que c'est Montaigne qui le disait, qui cesse d'apprendre, cesse d'enseigner. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis dit que c'est difficile. La lecture aujourd'hui, elle est prise au second plan. Mais peut-être ça va venir à travers la sensibilisation. Les gens s'y introduiront. Voilà. Très bien. La maison d'édition, pouvez-vous en revenir? Quelle est la maison d'édition qui a édité votre œuvre? Voilà, d'abord, avant de répondre à cette question, je rappelle que j'ai rencontré des difficultés par rapport à l'édition. Je pense parce que je l'ai écrit au temps du régime de Macky Sall. J'avais déposé ça dans 2 maisons d'édition. Ils ont lu le contenu. Ils m'ont dit que carrément là, on ne peut pas éditer votre livre. Parce que vous savez, à l'époque, ils ont dit, c'est pas bon. Je ne vais pas y revenir. Si le livre paraît, Macky Sall n'allait pas les pardonner sur ça. J'ai émis des critiques sur le régime de Macky Sall. Donc ils sont, par méfiance, ils m'ont dit, désolé, il ne faut pas. Sinon, le livre aurait dû paraître avant l'arrivée de son au pouvoir. Et la deuxième maison également m'a répondu pareil. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, après l'arrivée de Diomaye, bon, j'ai contacté un gars. C'était juste pour la correction du livre. Un grand monsieur, un professeur. Je lui ai expliqué la situation. Il a pris, il a lu, il a dit que moi j'ai même une maison d'édition. Il dit que maintenant ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Par la suite, il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Moi je prends l'engagement de faire paraître un livre. Et voilà, on a discuté, on est tombé d'accord sur un principe. Et voilà. Et aujourd'hui, le travail est fini. Je pense que je peux dire alhamdoulilah. Voilà, surtout ça. Et quel écrivain vous inspire, vous? Bon, écrivain. Ou bien c'est Thomas Sankara tout doucement qui vous inspire? Non, bon. Parce qu'il y aura forcément aussi un écrivain qui vous inspire. Tout à fait. Au niveau local ou bien au niveau national ou bien voilà. Au niveau, que ce soit au niveau local, au niveau national ou bien international. Au niveau local, d'abord, permettez-moi de le saluer, c'est l'épervier Marigot, je ne sais pas si vous le connaissez. Si, c'est mon promotionnaire. Très bien, il a écrit un livre, Le Parchemin Humecté. Et j'ai payé le livre, je l'ai lu. C'est un panafricain également. Et c'est une référence pour moi. Il m'a beaucoup aidé. Parce qu'à chaque fois que je faisais des posts Facebook, il commentait
commenté. Et je m'appuyais sur ses commentaires pour me lancer. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai devoir de reconnaissance. Je lui salue au passage s'il suit, c'est-à-dire qu'il suivra après l'émission. C'est lui qui m'a inspiré au niveau local. Il m'a beaucoup inspiré, c'est un enseignant modèle. Même dans l'enseignement, je prends toujours référence. Non, c'est un grand enseignant. Très bien. C'est mon promotionnel. Coucou, voilà, mon cher Ablaye Marigo, voilà, on te salue. Voilà, c'est bon. Maintenant, au niveau national, j'ai lu des livres de livres politiques qui parlent d'économie, de politique, de sociologie. Comme je prends par exemple le livre de Ndongo Samba. Ndongo Samba, lui, il a écrit un livre sur la République contre la démocratie. Voilà, un livre très intéressant et je l'ai lu et ça aussi, ça m'a beaucoup marqué. Et en plus, j'aime lire les livres, comment dire, les Kwame Nkrumah, les Kwame Nkrumah, les Camara Lai, des panafricains également. Et pourquoi pas, même Léopold Sédar Senghor, parce qu'il ne faut pas prendre Léopold Sédar Senghor comme typiquement un littéraire, c'était un panafricain également dans notre sens. Voilà, dans notre sens, c'était un panafricain. J'ai lu ces livres-là. Maintenant, sur le plan international, au niveau international, les écrivains qui me marquent plus, ce sont les philosophes. Les philosophes comme les Thomas Hobbes, les Hobbes, les Nietzsche. Très bien, c'est eux qui m'ont marqué. Et même Machiavel, Nicolas Machiavel avec Le Prince. C'est des livres qui m'ont vraiment marqué, qui m'inspirent en quelque sorte. Je pense que j'invite également des gens à lire ces œuvres-là, que ça soit quand ils vont te lancer en écriture, quand ils vont te lancer en politique. En tout cas, c'est des excellents livres également qui m'ont inspiré. Voilà, nous qui n'avons pas l'habitude de lire les livres, nous avons tout le temps à attendre le résumé du livre. Selon vous, en quelques phrases ou bien en quelques mots, quel est le résumé de votre œuvre? Bon, en je dirais que le livre d'abord c'est 10 chapitres. 10 chapitres. Écrit en 10 chapitres. Ça allait être un livre très volumineux. Vraiment, surtout. Comme quand j'écrivais, j'écrivais. Ça allait jusqu'à 300 pages. 300 pages, c'est pas. C'est volumineux. C'est volumineux. Dans la maison, ils ont fait un toilettage. Je me suis retrouvé avec peut-être, je pense que c'est 200 et quelques pages. 200 et quelques pages. Alors, il y a 10 chapitres. D'abord, comme tout livre, il y a l'introduction. Il y a l'introduction. J'ai fait la biographie de Ousmane Sonko, son enfance, son parcours scolaire, académique. Et également son entrée, parce qu'avant qu'il entre en politique, il était un syndicaliste. Un syndicaliste, voilà, avec le Saïd, syndicat au niveau des impôts et domaines. Très bien, parce qu'il a révolutionné ce syndicat-là. J'ai revenu sur ça. Après cela, maintenant, je parlais de sa communication. Sa façon de communiquer. Voilà, très bien. Comment il touchait la population, la sensibilité de la population. Très bien. Comment il a quitté de zéro à héros. Parce que 2014, les gens ne parlaient peu d'Ousmane Sonko. Peu de lui. Maintenant, comparé en 2021, 2022 jusqu'à aujourd'hui, même les enfants connaissent Ousmane Sonko. Donc, je suis revenu sur sa communication et après, sur ses devoirs judiciaires en 2021 ça commence. J'ai retracé ça. Donc ça est dans le livre. Bien sûr, ça est dans le livre. Après ça, j'ai même parlé les trahisons qu'il a vécues au sein de l'opposition même. Parce que si vous vous rappelez, au Fouta, Djibril Ngom était leur mandataire. Qui a vendu les fils de parrainage. Tout ça, ça est dans le livre. Tout ça, donc c'est très intéressant quand même. Tracé dans le livre pour permettre aux prochaines générations, ceux qui n'ont pas eu chance de vivre l'histoire d'Ousmane Sonko, en lisant le livre, qu'il ait une idée sur ça. Et également, je suis revenu encore sur son divorce avec Barthélémy Diaz. Voilà, contexte de Judas, entre guillemets. Voilà, très bien. Et je suis revenu sur ça, Khalifa Sall. Voilà. Après ça, ses proches collaborateurs, parce que c'était ses proches collaborateurs avec le Yéwi. Très bien, avec le Yéwi. Je suis revenu sur ça. Mais également, je suis revenu sur, comment dirais-je, sa posture panafricaine. Je l'ai évoqué dans le livre. Parce que quand vous voyez, exemple, des fois, il arrive Ousmane Sonko, quand il fait des lives, il met à côté l'image, on voit. C'est un nationaliste
panafricaine. Voilà, cela ne va pas dire qu'il rejette les autres, mais il aime d'abord ce qui l'appartient, de soi, pour la patrie. Ça, c'est pour moi, c'est philosophique. J'ai évoqué le don de soi pour la patrie. C'est un terme philosophique que je l'ai largement développé. Également, j'ai parlé de la dictature. Qu'il a vécu. Voilà, au temps de Macky Sall. Tout ça, voilà. Les moments difficiles. Barricadés, l'amener en prison. C'est grève de la faim. Tout à fait. Je suis revenu sur ça. Maintenant, au niveau je suis revenu également, j'ai fait une comparaison. Le Sénégal par rapport à la sous-région. L'exemple de la Guinée-Conakry, qui ont connu des coups d'État. J'avais alerté dans le livre, j'ai dit que avant que Macky Sall quitte le pouvoir, j'ai dit que Macky Sall doit faire attention de ce qui est arrivé à Alpha Condé. Alpha Condé avec le colonel Mamadou Doumbouya. J'ai évoqué également le cas d'Alassane Ouattara qui s'est entêté à avoir un troisième mandat. Ça, c'est la boulimie du pouvoir en Afrique. Nos chefs d'État ne veulent pas quitter le pouvoir. Je pense que ça, c'est déjà c'est une réalité en Afrique. Et le Sénégal fait toujours l'exception. L'exception, tout le temps. Avec ces trois alternances, on a vu toujours que ça se passe bien. Et également, j'ai pris le combat entre Macky Sall et Ousmane Sonko, je l'ai intitulé David et Goliath. Si vous vous rappelez dans l'histoire, voilà, c'est une histoire. Ils sont battus, voilà, j'ai pris exactement les deux personnages. Voilà, et Ousmane Sonko, je dirais qu'il a gagné la bataille. Il a gagné la bataille. Et voilà, c'était aussi passé comme ça, David et Goliath. Et Goliath aussi. Voilà, vous avez développé sur Ousmane Sonko, mais dans le livre vous avez dit aussi PASTEF, le parti de Ousmane Sonko. Qu'en est-il aussi de PASTEF aussi, parce que vous devez encore développer sur ce thème-là aussi. C'est ça. Et on ne peut pas dissocier Ousmane Sonko et le PASTEF. Comme on dit Diomaye Sonko, Sonko Diomaye. Je pense que Ousmane Sonko PASTEF, Ousmane Sonko, ça peut être la même chose. Le PASTEF, c'est un parti qui prône la rupture, le changement autour du don de soi pour la patrie. Et même la dénomination du parti, PASTEF, ça correspond parfaitement au panafricanisme. Donc je me suis dit que c'est intéressant. Parce que même la signification en dit quelque chose, ils ont changé la signification. Et maintenant c'est devenu africaine. Africaine du Sénégal. Patrie africaine du Sénégal. Voilà. Pour l'éthique et le travail, voilà. Maintenant, les autres pays même se sont inspirés sur ça aussi. Très bien, il y a d'autres pays qui sont inspirés du PASTEF pour mettre en place leur parti. Et je pense que si vous voyez la trajectoire du parti qui a été créé en 2014, il y avait que quelques personnes, une dizaine de personnes qui se sont réunies dans un quartier à Dakar, ils ont créé le parti. Et maintenant les gens ont commencé à s'y intéresser petit à petit grâce au discours de Ousmane Sonko, grâce au discours de ses collaborateurs comme El Malick Ndiaye, comme Bassirou Diomaye Faye, et tant d'autres, les Abbas Fall et tant d'autres. Donc je pense que j'ai dit que pourquoi un parti qui n'a même pas de moyens. Comment ça se faisait? C'est que les gens entrent dans le gouvernement, ils sont ministres, ils ont beaucoup d'argent, ils ont une puissance, ils vont sortir du gouvernement pour créer leur propre parti. Maintenant avec le PASTEF, tel n'est pas le cas. Tout l'entourage, le cercle restreint de PASTEF, il n'y a pas quelqu'un qui a été maire. Il n'y a pas quelqu'un qui a été directeur politiquement. Tout c'est résumé sur le travail. Très bien, ce sont de novices qui viennent de se lancer dans la carrière politique, et le parti est parti jusqu'à prendre le pouvoir. C'est important à souligner par rapport aux autres partis classiques qu'on voyait au Sénégal, le PS, Réumi, etc. PASTEF est venu, voilà, et le parti suivait une trajectoire, la même trajectoire. Quelles que soient les propositions, c'est rare de voir quelqu'un de PASTEF qui fait les transhumances pour aller au pouvoir. Je pense que ça ne manquait pas, les propositions pour, voilà. Mais tout ça, on a vu qu'ils ont maintenu. Et aujourd'hui, ils ont obtenu gain de cause. Aussi, c'est un parti que moi j'ai intitulé un cas d'école. On doit apprendre, voilà, surtout l'organisation, la discipline de parti, comme on le dit. Et quand Sonko parle, bien quelqu'un parle, les gens suivent. Je pense que ça, c'est un parti bien structuré et qui a quitté de zéro à héros aujourd'hui. Je pense
pense que c'était important aussi de le rappeler dans le livre. Voilà. Donc, on ne peut pas parler du livre, mais ce livre-là, où et quand vous allez faire la présentation de ce livre-là? Bien, merci. La présentation du livre est prévue, Inch'Allah, le 28 décembre 2024 à Vélingara, au complexe groupe Sifo Média. Alors, permettez-moi, monsieur le journaliste, de féliciter Sifo, mon grand frère, un collaborateur. On a eu à collaborer ensemble, je pense que 5 ans, comme ça, 4 ans. On a travaillé ensemble à Gorel TV. Voilà, je pense que dès que je lui ai dit que Sifo, moi je vais faire paraître mon livre, je vais présenter ça au Vélingarois. Il m'a dit automatiquement, moi j'ai un local. Je te le mets à votre disposition de façon gratuite. Gratuite, machallah. Un ami, un frère. Et voilà, c'est notre événement. Et je pense que c'est à 15 ans, au complexe Sifo Média. Sifo Média, bien sûr, c'est là-bas que va se passer l'événement. Et vraiment, j'appelle à tout le monde. C'est encore, je précise, c'est pas un événement politique. Politique, voilà. Certes, j'ai écrit sur un nom politique, mais l'activité n'a rien à voir avec la politique. Avec la politique. Il faut que les gens le comprennent. C'est un fils de Vélingarois qui s'est lancé au niveau de l'écriture, qui a écrit un récit, voilà. Il veut présenter ce récit-là au Vélingarois. Bien sûr. Voilà. Et je pense qu'avec la présence des Gorkodio, un grand écrivain, au passage, Gorkodio, le prince principal, on le salue de passage. Voilà, c'est lui le président des écrivains de la région de Kolda. Avec leur présence, ça dit tout d'abord. Oui, vraiment. On sait que Idrissa, en politique, c'est des intellectuels. En quelque sorte, les Abdourahmane Diallo. Donc, ça n'a rien à voir avec la politique. Mais quand vous verrez, certes, il y a des hommes politiques qui sont invités. Oui, ça ne manquera pas. On ne peut pas parler de Pasteur, on ne peut pas parler de Ousmane Sonko dans un livre exemple qui intéresse les membres de Pasteur également. Mais ça ne veut pas dire que... Mais je pense que le livre aurait dit même séduire l'opposition. Ceux qui ne sont pas au pouvoir. Leur inspirer quoi. Très bien, parce que je suis revenu sur le Bourok. Le Bourok, le travail. Le Bourok, un programme que Ousmane Sonko prenait pour la Casamance. Là où il était maire au niveau de Ziguinchor. Très bien. Et je pense que c'est intéressant si les gens comprennent vraiment ce qui est Bourok, cette philosophie. Et ça va non seulement booster le développement de la Casamance, mais ça peut même inspirer le développement du Sénégal, comme on le voit avec le référentiel Sénégal 2050. Voilà, Ousmane Sonko lui-même, est-ce qu'il est informé de votre ouvrage? Bon, pas encore, pas encore, vous savez. Non, je n'ai pas de contact d'Ousmane Sonko, ni de ses proches collaborateurs. Mais comme moi je l'ai dit, j'ai dit que je n'écris pas pour un intérêt. Je ne cherche pas à rencontrer le président Ousmane Sonko, mais je vais juste faire comprendre maintenant que ceux qui sont à Dakar ou bien ailleurs, que Vélingara également a des gens, a des enfants qui peuvent écrire également. C'est ça d'abord l'intérêt. L'intérêt, voilà. Écrire. Maintenant, le reste, tout est possible. Si on me contacte pour rencontrer le président Ousmane Sonko, j'irai lui présenter l'œuvre que j'ai écrit sur lui, parce que aussi ce serait très regrettable d'écrire un livre sur une personne. La personne ne sache même pas qu'on a écrit sur lui. Donc je pense que aussi ça, les téléspectateurs, si vraiment quelqu'un, avec travers les publications que j'ai vues que les gens sont en train de faire, pour soutenir, c'est déjà beaucoup. Et même Diaobé TV, l'affiche a été faite, les gens disent, voilà, c'est important. Je pense que les gens commencent à s'intéresser. Peut-être on verra si tel est le cas. Vous verrez les images également. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Donc, j'allais un peu rebondir sur Sifo Média. Sifo, c'est un grand... C'est lui qui m'a inspiré au niveau des médias. Parce qu'il était le directeur de Absud FM de Kounkané. C'est là-bas que j'avais déposé mon CV. J'étais là-bas comme stagiaire. Encore une fois, je lui remercie. Nous sommes ravis et nous sommes très contents ici d'être là avec M. Baldé. Je suis ravi encore une fois parce que c'est vous qui m'avez une fois d'abord donné le micro, parce que je savais rien au début. J'étais un peu timide, mais vraiment avec votre appui
sur les montages des vidéos et autres, tout ça. Voilà, il m'a beaucoup aidé sur la voix, tout ça. Voilà, merci encore une fois. Je n'allais pas faire terminer cette émission sans lui rendre un grand hommage. Encore une fois, M. Sifo, un grand merci à vous et bonne continuation sur vos activités. Voilà, M. Baldé, on va rebondir sur la lecture. Cette lecture-là, nos élèves de nos jours, ils ont un problème. Quelles sont les raisons qui poussent à nos élèves qui ne lisent pas maintenant? Quelles sont les raisons, selon vous? Mais avant d'abord d'indexer du doigt aux élèves, oui. je pense que nous-mêmes enseignants, oui. nous avons ce problème. Parce que je ne dis pas que les enseignants ne lisent pas. Oui, oui. Mais c'est rare de voir un enseignant qui tient un livre pour lire. Mais je pense que ça serait vraiment un point de départ. Un enseignant qui aime son livre dans une salle de classe devant ses élèves. Les élèves lui demandent c'est quoi, c'est un livre. Et que ça, je pense que ça va motiver les élèves à aimer la lecture. Je pense qu'aujourd'hui, même le problème des mathématiques qu'on parle, les élèves ont des difficultés au niveau des mathématiques. Parce que d'abord, il y a le problème de la lecture. De la lecture. Parce que les mathématiques, quand on te donne exemple, compétence et résolution de problème, quand tu ne peux pas lire la compétence, le contexte, est-ce que tu peux résoudre le problème? Non. Donc c'est là où se trouve le problème. Donc je pense que il faudra, j'en appelle à nos autorités, que ce soit les autorités éducatives, que ce soit les autorités politiques, de créer, d'organiser des concours de lecture, des séances de lecture, un championnat, comme les IASU, comme on le fait dans le football. On organise inter-école. Ça va motiver les élèves à aimer la lecture. Également renforcer les bibliothèques. Surtout, les bibliothèques, ça manque ici, ça manque au niveau du département, mais au niveau de la région. Malheureusement, par rapport au niveau de Dakar, dans les autres villes, Thiès et autres. Très bien. Mais après les différences au niveau des résultats, on verra les mentions là. Je ne dis pas que le département de Vélingara n'a pas de mentions, on a des mentions, mais par rapport à Dakar et d'autres régions. Mais on aimerait avoir plus que ça. Mais il faudra que les gens retournent vers la lecture. Vers la lecture, ok. Comme on le dit, le savoir se trouve dans les livres. Il faudra lire. Quel que soit le livre, tu vas en gagner quelque chose, que ça soit au niveau du vocabulaire, que ça soit au niveau de la grammaire, l'orthographe, conjugaison, etc. Tu vas enregistrer ton niveau de langue. Maintenant, ça va être un défi. Moi, je tiens une classe de CM2. Tous les problèmes avec mes élèves. Parfois, je suis obligé de mettre à côté le programme pour me concentrer au niveau de la lecture. La lecture. Chaque jour presque. Parce que c'est que c'est le principal problème des élèves. Donc ça, c'est également, ça appelle également la responsabilité des parents à la maison. Certes, il y a des parents qui n'ont pas fait l'école pour les élèves. Mais au moins, nous les enseignants, au moins, ayons le temps un peu d'encadrer nos enfants. Par rapport à la lecture, des gens qui les grands frères, les grandes sœurs. Les grandes sœurs, voilà, des livres de syllabaire, des livres de lecture, petit à petit initier l'enfant à la lecture. Je pense que ça va non seulement lui booster, et ça va changer la donne également. Des résultats. Et revenons un peu sur votre livre. Qui a préfacé votre livre? Parce qu'on ne manquera pas aussi. Oui, c'est professeur Waliba. Ok. Waliba, je pense que je l'ai découvert lors du discours d'usage de l'installation de Diomaye. Ok. Waliba, c'est un émérite professeur de lettres. Et il a publié des livres et c'est lui-même qui gère la maison d'édition. Bon, lorsqu'il a lu, c'était intéressant. Il m'a dit que non seulement c'est lui qui a fait la correction. Il faut d'abord que moi, c'est une première pour moi. Il y avait trop d'erreurs, il a corrigé le livre, il a nettoyé, il a préfacé le livre. Donc je pense que voilà, je lui salue au passage, Waliba depuis Dakar. C'est lui qui a préfacé le livre. Ok. Quels sont les invités que vous attendez lors de cette présentation? Bien, les invités, j'attends tous les Vélingarois et toutes les Vélingaroises dans cette cérémonie. Et encore une fois, je précise, ce n'est pas une cérémonie politique. C'est une cérémonie culturelle. Parce que l'écriture d'abord c'est la culture. Voilà. Maintenant, j'attends les autorités du département de venir assister. Beaucoup ont donné leur accord de principe. Je sais que aussi le temps est très serré pour certains. Avec les parrainages par-ci, par-là, les finales de football.
En tout cas, j'attends exemple comme la présence de M. Amadouba. Amadouba. Les Sangé, Mamadou Sangé Diao. Sangé Diao, ok. Voilà, des responsables politiques. Oui, de FACEF. Quand je vais à côté de Velegara, voilà, j'ai invité Marigo, l'épervier, le professeur Boulaye, Gorkodio et tant d'autres. En tout cas, même les jeunes, hein, ma génération. Hein. Et Magno aussi, je crois, il fera l'historien humaniste. Voilà, c'est des gens c'est des personnes de ressources. Magno également. Et Moulay aussi, Moulay Tamba, ou bien il sera pas, ou bien il sera, oui. Il sera la partie. Voilà. Moulay Bakary Tamba, voilà, lui aussi c'est un écrivain, un jeune écrivain. Je pense que ce serait intéressant qu'il soit présent à la cérémonie. À la cérémonie, ok. Juste pour après, parce que moi j'aimerais avoir des retours après. Oui. Des retours, des suggestions. Des suggestions, des critiques, pour que demain quand je vais produire un autre livre, que je prenne en compte de ces suggestions qui ont été émises. Oui. Donc j'attends tout le monde, que tu sois étudiant, enseignant, professeur, politicien, ou bien comment dire, acteur de développement. Oui. J'attends tout le monde à 115 ans, au complexe groupe Sifo Média. Voilà, on ne peut pas terminer ça sans vous dire quels sont vos projets, parce que vous allez sortir votre premier livre, mais quels sont les autres vos projets que vous allez vous lancer dans l'avenir? Bien. Voilà, dans l'avenir, déjà je pense que avec ce livre, j'ai fini. Ça peut avoir un tome 2. Dans l'avenir, je peux le mettre comme tome 1. Et tome 2. La gestion maintenant, le duo Sonko et Diomaye. Ça peut être un projet d'écriture. D'écriture aussi. Diomaye Sonko. Ça peut être un projet d'écriture. Mais déjà à présent, je vous dis que j'ai écrit un autre livre. Je suis en train de le corriger, mais ça concerne Kédougou. La région de Kédougou. Le livre est intitulé Sabadola, l'or et le leurre. L'or et le leurre. Le verbe se leurrer. Leurrer, se tromper quoi. Très bien. On croit que tout ce qui brille est de l'or. Et de l'or. On entend Sabadola, on croit que tout est rose là. Tout est rose, tout le monde, voilà, il y a que, voilà, tout le monde est riche, voilà, tout est ok quoi. Alors il y a deux Sabadola. Il y a un Sabadola pour les blancs, il y a un Sabadola pour les noirs. Il faut vivre là-bas pour le savoir. Et j'ai écrit sur ça, surtout la dégradation de l'environnement, l'abandon de l'école, parce que là-bas, le taux d'abandon de l'école est trop fréquent avec les leur payage. En une journée, il faut gagner des millions. Et les gens voient ça, ils préfèrent laisser l'école pour aller. Et c'est très pénible. J'ai dit que c'est intéressant pour écrire, je l'ai terminé. Je pense que l'année prochaine, Inch'Allah, faire paraître un livre, ça demande beaucoup de moins. Ça demande moins. Surtout. Vous me posez la question, le coût d'investissement. Si, je voulais y revenir. Très bien. Ça demande des moyens. Peut-être l'année prochaine, je présenterai ce livre-là maintenant aux gens de Kédougou. Et après ce livre-là, également, j'ai un projet livre sur Thomas Sankara. Je ne peux pas prendre le nom de son comme idole, comme une incarnation, un symbole, sans autant écrire pour lui. Ce sera trahir ma propre conscience. C'est surtout ça. J'ai un projet pour lui, Thomas Sankara, mort et debout. Mort et debout. Mort et debout. Ça veut dire jusqu'à présent, voilà, il est là et parmi nous. Très bien. Très bien. Je pense que voilà, c'est le symbole du siècle, comme on le dit. Il est toujours là, malgré son absence. Comme Youssouf Tiane aime le dire, c'est l'absent le plus présent. Youssouf Tiane. Mon corps, je le salue au passage. De société civile, voilà, on vous salue. Le docteur Kandé, voilà, Kosanke, ICP, le grand ICP, voilà, on vous salue de passage aussi. Voilà, surtout, on va revenir sur le coût. Parce que, comme vous l'avez dit, écrire, c'est difficile, oui, mais mettre des moyens, parce que ça demande des moyens. Le coût pour cet ouvrage, comment ça s'est passé? Et je pense que ça fait partie que beaucoup de gens n'écrivent pas. Parce qu'il faut voir un livre comme ça. Mais c'est pas facile de faire paraître un livre. Ça demande des moyens, moyens physiques et moyens financiers. Mais moi, bon, alhamdoulilah, j'ai investi beaucoup d'argent sur ça, presque 1 million. Mais ça, ce n'est rien pour moi. L'essentiel est qu'on puisse retrouver mon livre dans des bibliothèques, que ce soit au niveau national, que ce soit à l'international. C'est pourquoi
j'ai pas lésiné les moyens pour faire paraître j'ai investi à peu près moins d'1 million. Jusqu'à présent, il me reste de l'argent avec la maison d'édition. Pour vous dire pour combien de fois c'est difficile de faire paraître livre au Sénégal. Maintenant, quand tu n'as pas de soutien, tu ne peux pas paraître un livre. Et moi, côté financier, je n'ai reçu aucun soutien. Je me suis débrouillé voilà, avec l'aide de Dieu. Voilà, ce qui me reste avec la maison d'édition, je pense que c'est un tiers. C'est déjà fini. Je dirais alhamdoulilah. Mais c'est coûteux quoi. Oui, c'est coûteux. C'est pas facile. Surtout c'est pas facile. L'imprimerie, ça demande de l'argent. Voilà. Mais est-ce que vous n'avez pas écrit ce livre-là pour une occasion particulière ou c'est un témoignage de quelque chose qui est particulier? Voilà, je pense qu'on va prendre la fin. Là où vous avez un témoignage de quelque chose qui est particulier. Pourquoi vous avez pris le fait? La fin, oui, mais c'est un témoignage pour quelque chose qui est particulier. Ousmane Sonko, c'est un nom particulier. Un nom politique particulier. Le PASTEF également, c'est un parti particulier. Donc, comme encore une fois, je dis, je n'attends rien. Mais comme disent les chrétiens, les voies de Dieu sont impénétrables. Maintenant, si l'occasion se présente, je ne vais pas décliner. Je vais accepter. À tout moment, si on m'appelle pour dire, voilà, on a appris que vous avez écrit un livre sur telle personne, maintenant, voilà, il est intéressé par ça. Parce que ça sera une fierté pour Vélingara. Vraiment. Et également, j'aurai des moyens pour vraiment mieux me lancer dans l'écriture. Surtout ça. Voilà. Surtout. Est-ce que vous avez reçu des félicitations ou bien des encouragements des autorités? Parce que ça doit être... Parce que c'est rare de voir un fils de Vélingara ou bien de la région même écrire des œuvres. Parce que c'est pas facile. Est-ce que vous avez eu des encouragements ou des félicitations? Bien sûr. Gorkodio, notre référence au niveau local, m'a félicité. Il m'a félicité, il m'a encouragé, il m'a prodigué des conseils, y compris Abdourahmane Diallo de Kolda. Principal. Maintenant, à chaque fois, comme je vous l'ai dit, à chaque fois que je poste, même à travers les statuts, les gens me félicitent, m'encouragent. Bonne continuation. Je pense que c'est à travers leurs mots que je suis parvenu vraiment à terminer, à boucler le livre. Enfin, pour vous dire que même s'il n'y a pas d'abord une autorité étatique qui m'a appelé personnellement, peut-être ils n'ont pas d'abord mes contacts. Peut-être dans l'avenir, seul Dieu sait, la donne va changer. Voilà. Mais en tout cas, j'ai espoir avec les responsables politiques de... Est-ce que vous n'avez pas contacté notre député là, M. Ibou Gueye? Oui, vraiment, c'est le député du peuple même. C'est pas un député d'un parti, maintenant c'est un député du peuple. Est-ce que vous contacté? Lui-même, il m'a félicité. Mais vous savez, l'événement coïncide avec une session budgétaire. Oui, ça se comprend. Je l'ai appelé et il m'a dit que voilà, il est en section, mais il est de tout cœur avec moi. Il m'a félicité. Même des gens qui sont à Dakar, qui sont prêts à acheter le livre. Je pense que maintenant, le fait qu'un certain Ibou Gueye achète le livre et le présente à ses collègues à l'Assemblée nationale, ça va vraiment... Surtout la phase publicitaire, faire la promotion de l'ouvrage. Très bien. Moi, c'est là où j'attends les autorités locales à ce qu'ils payent le livre et puissent le présenter à leurs collègues. Je pense qu'au fur et à mesure, ça va amplifier la communication et les gens vont y s'intéresser en quelque sorte. Parce que je pense que on ne peut pas écrire sur Ousmane Sonko n'importe quoi. Surtout. Suivi, que ce soit au plan national, que ce soit au plan international. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le livre que les gens doivent découvrir. Voilà, en tant qu'enseignant, on ne veut pas parler, on peut dire s'il y a un aspect politique au niveau de cet ouvrage-là, parce que d'autres me disaient, M. Diallo, aujourd'hui, votre thème, ça sera quoi? J'ai dit, non, s'il y a quelqu'un qui a écrit un livre, on va parler de cet ouvrage-là. Il m'a dit, est-ce que c'est pas de la politique? Parce que ça y a un aspect politique, oui. Maintenant, en tant qu'enseignant, est-ce que vous ne pouvez pas vous lancer aussi sur la documentation au niveau des élèves, la documentation de partie pédagogique? Bien sûr. La pédagogie,
Oui, je n'exclus pas également ce projet. Oui. En tant qu'enseignant, Voilà. je pense qu'avec ma petite carrière, voilà. j'en ai quand même de l'expérience. Surtout. Je sais les hauts et les bas des élèves, de nos élèves, Oui. également les points faibles et les points forts. Voilà. Je pense aussi orienter ma réflexion sur la pédagogie. Je ne l'exclus pas pour le moment. Oui, ok. Mais ça demande du temps. Oui, Vous surtout. savez, l'éducation, surtout c'est un milieu où se retrouvent les intellectuels. Ah ouais, C'est un peu compliqué. c'est pas facile. Voilà, je me méfie pour le moment. Ah, ok. Mais dans l'avenir, quand voilà, j'aurai une carrière un peu plus longue, Longue, même oui. si je quitte l'enseignement, en tout cas tôt ou tard, je n'y penserai parce qu'il y a beaucoup de choses à parler, surtout les réformes, le curriculum, Oui, oui, voilà. Curriculum. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, Il y a quelque chose qu'on doit y rajouter ou bien qu'on doit y réformer. Bon, moi, puisque je suis dans l'élémentaire, je ne vais pas m'aventurer. Moi, je vais parler de ce qui concerne l'élémentaire. L'élémentaire, oui, allez-y. Les contenus sont volumineux. Oui. Le programme, c'est très volumineux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nos enfants n'ont pas besoin de tout ça. Surtout des enfants de 6 ans à 12 ans. Apprendre l'histoire de ce qui s'est passé en Europe. Oui. Restons au niveau national. Au niveau national. Oui, pour l'instant. Au niveau africain. Régional. Oui, régional. Mais aller jusqu'en Europe pour faire apprendre ça aux enfants. Je ne dis pas que c'est très tôt, c'est très tôt même. Mais c'est très tôt. Oui. Mais après, quand l'enfant grandira, il ira à l'université ou bien ailleurs, il va découvrir tout ça. Je pense que nous devons partir de nos réalités. Surtout culturelles, philosophiques, pour enseigner ça à nos enfants. À nos enfants. Surtout retour aux valeurs morales. Aujourd'hui, il y a une crise des valeurs morales. Je pense qu'on va prendre en compte tout ça. Éducation civique. Civique, oui. Ça n'existe presque plus dans l'élémentaire. On parle de vivre ensemble. Vivre dans un milieu. Je pense qu'on aurait dit encore mieux réformer, cuisiner pour vraiment alléger le programme et que ça soit digeste au niveau des enfants. Voilà, pour une bonne éducation. Je pense que je salue cette initiative du président de la République, l'anglais. Surtout, je voulais y revenir. Quel aperçu faites-vous sur l'introduction de l'anglais au niveau du préscolaire, mais aussi au niveau de l'élémentaire? Bien, voilà. Déjà, lorsque le programme a été lancé, j'ai lu des critiques, des gens qui ont émis des critiques par rapport à ce programme, à cette initiative. Mais je pense que moi, c'est pertinent, parce qu'aujourd'hui, l'anglais, quand même, quoi que l'on puisse dire, c'est la langue vernaculaire, comme on le dit, la langue de commerce, de business, de voyage, tout ça. Donc c'est intéressant qu'on initie à nos enfants de parler l'anglais. Pour au moins demain quand ils voyageront, ils n'auront pas de difficultés de communication. Donc je pense que c'est pas l'anglais proprement dit qu'on va enseigner à nos enfants, c'est une initiation, comme on le dit en IS, c'est une initiation scientifique et technologique. On va initier les enfants à parler l'anglais. Maintenant, quand ils arriveront au collège, ils vont approfondir au lycée, à l'université, etc. Donc je pense que ça doit être, comment dirais-je, une langue d'outils, de travail également, comme le français, mais également je pense que c'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative sur les gens. Mais les syndicats critiquent parce qu'on doit prendre des enseignants qui enseignent le français et les mettre au niveau de l'anglais. C'est ça que ce gap-là, c'est ça qu'ils critiquent, moi, ce que j'ai vu. Oui, là, il y a un problème. Parce qu'on aurait, avant de prendre des enseignants à l'élémentaire, peut-être qui n'ont pas fait une carrière, un cursus l'anglais, on aurait dû recruter des étudiants qui sont dans le département de l'anglais. Pour au moins créer de l'emploi d'abord. Le taux de chômage. Ces étudiants-là, les former. Comme on a les maîtres d'arabe. Les maîtres d'arabe. Une école, on peut prendre un enseignant anglais qui va faire des cours comme le maître d'arabe. Qui tourne quoi. Qui tourne. Mais maintenant, quand il prend un enseignant, qui lui forme en anglais, maintenant c'est déjà qu'il a fait une soustraction. Alors déjà, il y a un gap, il y a un manque d'enseignants au Sénégal. Je pense que peut-être c'est le début, et après au fur et à mesure ils vont prendre en compte, puisqu'il y a le concours maintenant d'anglais qui est lancé. Dans le temps, ils vont prendre le gap sera fermé. Voilà. Encore une fois, M. Baldé, nous sommes ravis de vous recevoir ici sur ce plateau de Diaobé TV. M. Baldé, avant de terminer cette émission, quel est votre dernier message? Oui, mon dernier message, c'est que d'abord, permettez-moi de partager
la couverture Oui, allez-y. avec les téléspectateurs. Oui, allez-y. Alors, comme vous l'avez dit, Ousmane Sonko et le PASTEF, chronique et analyse d'une tempête politico-judiciaire. Cet ouvrage porte bien son titre en remontant le cours de l'histoire plus ou moins récente de la création de PASTEF. L'auteur, c'est-à-dire moi, jette un coup de projecteur sur l'itinéraire d'un leader charismatique, Ousmane Sonko, devenu en peu de temps une véritable légende politique pour avoir choisi de me ramer à contre-courant contre ce qu'il est convenu d'appeler le système. De façon chronologique, le texte nous fait découvrir les facettes exceptionnelles de cet homme et nous montre comment, par l'entretien d'un discours cohérent, véridique et prospectif, il est arrivé à forcer l'adhésion et le respect des masses. Et chemin faisant, a bénéficié d'un coefficient de popularité rarement égalé. Le texte insiste sur les conditions de survenue d'un certain nombre d'événements politico-juridiques qui ont tenu en haleine les Sénégalais et contribué à faire émerger l'actuel Premier ministre du Sénégal comme l'incarnation de l'espoir d'un peuple fatigué de se faire miroiter des lendemains qui chantent, un livre d'une grande valeur informative pour tous ceux qui veulent mieux comprendre les tenants et les aboutissants du fameux projet PASTEF. Voilà. Oui. Ça, c'est la quatrième couverture. Voilà. J'aimerais partager avec les oui, merci. Voilà, donc allez-y, votre dernier message, donc, M. Baldé. Mon dernier message, encore une fois, je remercie tous les téléspectateurs de Diaobé TV. Merci. Je prie également pour vous, parce que vous êtes en train de faire un excellent travail. Merci. Je lis vos contributions dans les plateformes WhatsApp. Oui. C'est intéressant. Et avant mon arrivée ici, je suivais les informations de Diaobé TV. Je pense qu'on s'est rencontrés à Kosanké. Kosanké, oui. Vous m'avez tendu le micro. Je pense que en voyant même les studios, c'est déjà vraiment quelque chose qui est attirant. Et maintenant, j'appelle aux autorités du département de Vélingara, de la région de Kolda, de soutenir Diaobé TV. Merci. Pour qu'aujourd'hui, nous puissions avoir une antenne qui peut couvrir même la sous-région. Parce que Diaobé, c'est un carrefour. Carrefour, oui. Les deux Guinée, la Gambie. Même des gens qui viennent du Mali. Du Mali, oui. Pourquoi pas vraiment soutenir Diaobé TV pour que vraiment, en termes de logistique, plus conséquent. Voilà, et le local. Surtout. Pour que Diaobé TV aussi puisse être la vitrine du département. Inch'Allah. Je pense que ça, c'est mon souhait le plus Amin. Qu'Allah exauce vos prières. Amin. Et après, vraiment, féliciter encore, comment dirais-je, Abdoulaye Marigo. Oui, ok. Vraiment pour... parce que ce n'est pas facile d'organiser un événement. Je devais les féliciter, même Ousmane Bamina. Bamina, c'est mon promotionnaire aussi. C'est mon oncle. Oui, Bamina, il me soutient beaucoup. Oui, c'est un gars cool, vraiment. Il est très cool. Et vraiment, renouveler mes salutations à tous les téléspectateurs de Diaobé TV. Je vous remercie également pour l'invitation. C'est comme ça. J'aurais dû faire l'approche, mais c'est vous qui m'avez saisi pour dire que voilà, j'aimerais vous inviter. Je pense que ça, c'est déjà vraiment, je ne peux pas vous payer pour ça. Merci. C'est une confiance. C'est comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Collaboration. Merci. Ok. Voilà. Merci encore une fois, M. Baldé. C'est un plaisir partagé. C'est une œuvre. Voilà. Si vous avez écrit une œuvre, c'est le plaisir. C'est ça qu'on appelle faire la promotion au niveau local. Et Diaobé TV est là pour ça. Diaobé TV, la porte est largement ouverte pour les autres. Que ce soit des écrivains, que ce soit des enseignants, que ce soit des professeurs même. Les professeurs même peuvent participer à cette émission. Parce que cette émission est une émission qui est large. On a dit parlons éducation. Éducation, ça ne s'arrête pas au niveau de primaire, ça ne s'arrête pas au niveau de secondaire ou autre. Voilà. Ça englobe tout, même les écrivains. Donc tout le monde est prêt à venir à participer dans cette émission Parlons sport, Parlons éducation, autant pour moi. Donc il y a deux émissions. Donc je dirais Parlons éducation. Donc pour participer, c'est pas quelque chose qui appelez directement sur notre téléphone 78 584 56 56 pour pouvoir caler des émissions avec la chaîne, ou bien appelez directement sur mon numéro 77 520 05 56. Donc M. Baldé, c'est un plaisir partagé. Encore une fois, nous vous remercions d'avoir accepté cette invitation, et nous vous disons aussi un plein succès
dans vos projets futurs. Donc, nous vous disons aussi une très longue vie aussi. Voilà, chers téléspectateurs, c'était un ravi, un plaisir de partager avec M. Baldé. Donc, cette émission, c'était Parlons Éducation. À la présentation, votre ami et fidèle serviteur Moustapha Diallo. À la technique, c'est Mamadou Baldé qui a assuré cette technique. Nous lui remercions encore une fois. Et bon dimanche à tout le monde et bonne fête de Noël parce que, voilà, à nos amis chrétiens, nous les souhaitons bonne fête de Noël et aussi par anticipation, bonne et heureuse année 2025. Qu'Allah nous donne une très longue vie à tout le monde et qu'Allah nous guide nos pas parce que nous ne pouvons pas se réveiller comme ça. Qu'Allah nous guide nos pas, ça veut dire qu'il nous évite des erreurs, qu'il nous évite des problèmes parce que ça ne manquera pas dans la vie. Et nous lui disons un grand merci à Allah, merci à nos parents, merci à tout le monde. Avant de terminer, je vais faire un coucou à mon équipe pédagogique parce que ça ne manquera pas. À mon directeur, M. Baldé, qui me dit tout le temps, voilà, il faut nous donner un big dedication. Donc je lui dis un grand coucou aussi aux dames. Monsieur Baldé, Madame Baldé, Madame Diao, mon oncle, Monsieur Mbalo et aussi Monsieur Boiro. Et sans oublier ma femme aussi, mes enfants, voilà, tout le monde. Merci. Encore une fois, merci, chers téléspectateurs. C'était votre émission Parlons Éducation. Et à très bientôt pour une autre émission. Merci.